en français. Et puis on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas à poser des questions, même au milieu, c'est pas très grave. Et on va pas seulement parler de SlapOS, mais aussi de deux, trois choses euh, que j'ai apprises en faisant un système de edge computing il y a 12 ans, et notamment où on s'est planté et comment on a résolu quelques plantages qu'on a eus. Et ces idées, en fait, elles sont applicables à d'autres architectures, si vous avez envie de les appliquer à d'autres architectures. Et aussi, à la fin, le plus intéressant, je vais donner la liste de toutes les raisons pour lesquelles le edge computing ne sert à rien. Il y a des gens en Allemagne, par exemple au Fraunhofer Focus, qui disent que je suis un des inventeurs du edge computing. Alors j'ai un peu cherché et j'en ai trouvé d'autres qui avaient inventé ça avant moi. Un peu pour toutes les inventions. Déjà, le edge computing, on ne sait pas si c'est une invention ou si c'est du marketing. Mais si jamais c'est une invention, certes, nous avons fait ça en 2009, mais vous pouvez trouver des gens qui ont fait ça avant. Et donc, juste avant, on va faire un tout petit peu de publicité, mais en même temps, c'est pour montrer d'où je parle et ce que je fabrique ou ce qu'on vend. Ah, bah déjà, il faudrait que je branche. Comment on fait pour avoir... Ah oui, je sais, excusez-moi. Un instant. Excusez-moi, j'avais oublié. Display, écran. Écran et on doit pouvoir faire miroir. Je suis désolé, j'ai oublié comment on fait. Cloner, voilà. C'est bon. Ok. On recommence. Bon, ça c'est fabriqué en France. Et avant les petits boîtiers, c'était en Bulgarie. Donc on arrive à faire du matériel en France et à l'exporter, même en Chine. Donc, ça a pris 2 ans à faire à peu près. Un opérateur mondial de Edge Cloud uniquement avec du matériel libre, du logiciel libre et des procédures d'exploitation libre, c'est-à-dire que
si vous voulez copier tout, vous pouvez. Là, vous avez un QR code pour la présentation que je vais faire. Donc, si vous scannez le QR, vous pouvez repartir avec la présentation. Et je pense, je laisse encore ou... Ok, si vous voulez. Et donc, si on pourra revenir. Donc, comment est né en fait SlapOS? L'idée derrière, c'est qu'au lieu de dire everything is a file dans Unix, on va dire everything is a service. Et on va considérer que ce soit du cloud, du edge ou de n'importe quoi d'autre, c'est un problème général de gestion d'un système réparti de services. Là, le plus important, c'est que Internet est cassé et que dès que vous faites des systèmes répartis avec plusieurs clouds, plusieurs réseaux, plusieurs pays, si vous ne commencez pas par réparer Internet ou par créer votre réseau dédié, ça c'est quand vous êtes riche, vous n'arriverez jamais à faire un système réparti fiable, hélas. Et ça, on s'en est rendu compte en Chine, parce que la Chine, c'est la France avec 10 ans d'avance. Vous dire, alors ça s'accélère en ce moment. C'est en fait, c'est la France avec 10 ans d'avance en termes de dystopie. Donc, par exemple, il y a 1 an et demi, quand ils ont mis le QR code en Chine, vous lisiez dans la presse, ça n'arrivera jamais en France, c'est scandaleux. Puis aujourd'hui, on se fait plutôt engueuler d'être contre le fait qu'on utilise un QR code pour le pass sanitaire. Donc on voit que les mentalités, je ne dis pas ce qui est mieux ou moins bien, mais les mentalités peuvent évoluer très vite. Et dans ce domaine de la surveillance, de mettre des DPI partout, la Chine est en avance. La demande des DPI en France généralisée, c'était cet été au Parlement français. C'est prévu. Après, on va parler de quelques cas. Bon, je parle des DPI aussi, parce que c'est pour ça qu'Internet est cassé. Donc Internet est cassé en Chine, notamment à cause des DPI. Donc le jour où on aura des DPI en France, Internet sera cassé en France. Donc on aura des problèmes pour faire du edge computing. Et quelques perspectives futures. Donc je vais donner toutes les raisons pour lesquelles le edge computing ne sert à rien. Et quand on les aura enlevées les unes après les autres, ça donnera la réponse à quoi sert le edge computing. Parce qu'il sert à... S'il ne sert à rien, il n'y a pas d'avenir. Mais s'il n'est pas dans la liste, c'est peut-être que là, on en a besoin. Alors en fait, l'idée, c'était il y a longtemps, 2009, c'était 8 ans après les attentats du World Trade Center. On était avec Christophe Serrin dans le dans le train de banlieue entre l'université de Villetaneuse et la gare de Paris-Nord. Christophe Serrin, il faisait du grid computing et de la coordination de grilles. Donc déjà à l'époque, il y avait Boeing, un autre standard. Il y avait des communautés qui utilisaient plutôt un système de grid computing pour chercher les extraterrestres et le deuxième pour faire je ne sais quoi dans de la biologie. Et ils essayaient de faire non pas du multi-cloud, mais du multi-grid computing. Et tout ça, ce sont des vieilles idées. Et il avait essayé de me les expliquer, j'avais un peu de mal. Puis à la fin, la conclusion, ça a été, bon sang de mon soir, en fait, un système réparti de services, c'est pas très différent d'un système de grid computing, sauf qu'au lieu de lancer des calculs une fois, on lance un service et on le laisse tourner. Mais les idées derrière, c'est pas très différent. Et à l'époque, j'avais écrit un ERP qui s'appelle toujours ERP5. Aujourd'hui, c'est utilisé par exemple par Sanef pour gérer 1,5 million de clients et produire 100 000 factures par heure, ce qui est assez important. Donc c'est un ERP bien costaud. Et il y avait aussi cette idée de la fin du travail de Jeremy Rifkin. On expliquait que l'évolution de nos sociétés, c'était remplacer des hommes par des automatismes. Il y a longtemps, remplacer les hommes dans les champs par des moissonneuses boiteuses, remplacer les comptables par des ERP, remplacer les ouvriers par des robots, et donc remplacer les gens qui se trouvent dans les directions de l'exploitation des grandes entreprises par personne, c'est-à-dire des logiciels, c'est-à-dire du cloud. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que quand vous demandez à quelqu'un à la direction de l'exploitation de concevoir un cloud, généralement, vous n'avez pas un cloud à la fin, parce que s'il avait été bien conçu, son travail n'existerait plus. Donc il y avait toutes ces idées qui traînaient et on a eu donc cette révélation. C'est quoi un cloud? C'est un système de gestion, un ERP,
avec un système de, on va dire, un middleware de grille, ce qui sert à gérer toutes sortes d'outils de déploiement de systèmes répartis, et puis des outils d'automatisation de l'exploitation des services sur l'ensemble des nœuds du système réparti. D'où cette équation cloud égale ERP plus grid middleware plus DevOps. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'au lieu d'écrire un ERP, ils en écrivent 3. Ils en écrivent un pour la gestion client, un pour le provisioning, un pour... Puis à la fin, vous vous trouvez dans des énormes systèmes avec 3 ou 4 ERP, sauf qu'ils leur ont donné d'autres noms, mais ils ont tous la même fonction, prendre une commande, effectuer la livraison de cette commande et surveiller que cette commande a été livrée comme elle était censée l'être, puis la suivre, éventuellement comptabiliser les ressources et facturer. Et ça, dans beaucoup de systèmes de cloud, hélas, au lieu de le faire une fois, ils le font 3, 4, 5 fois. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas intégrer 2 ERP indépendants. On sait faire des petites interfaces partielles qui marchent plus ou moins bien, mais l'idée de prendre 2 ERP et de se dire qu'ils sont parfaitement synchronisés, c'est jamais arrivé en 50 ans. Donc tous les systèmes de cloud où il y a plus qu'un ERP ne seront jamais stables. Donc maintenant on avait compris ce que c'était un cloud, ERP plus finalement un intergiciel plus du DevOps. Et pourquoi? Parce qu'en fait, faire tourner des choses aux 4 coins du monde, des services, c'est comme du grid computing, faire des calculs sur les machines de plein de gens. Prendre des commandes, par exemple, je commande une base de données, une machine virtuelle, je livre la base de données, la machine virtuelle, et une fois qu'elle a tourné un mois, bah, c'est pareil que du e-commerce. Et configurer la base de données, voir si elle n'a pas des fuites mémoire, essayer de faire quelque chose pour la réparer pendant qu'elle tourne, c'est l'automatisation du travail du DevOps. Alors je vais aller plus vite, parce qu'il reste très peu de temps. Donc vous pouvez regarder les références scientifiques. Et la première chose qu'on a eue comme idée en 2009, c'était de dire aussi que la notion de machine virtuelle et de file system, ce n'était pas la bonne façon de décrire un service, qu'un CH-route dans lequel on fait tourner quelque chose, ce n'est pas la bonne façon de décrire un service. Aujourd'hui, c'est ce que faisait .cloud, ce qu'on fait aujourd'hui avec Docker, qu'un exécutable sorti d'un package et instanciable, ce n'était pas la bonne façon de décrire un service, mais que si on voulait quelque chose de réellement portable, le seul standard portable, c'est POSIX. Et si on sait redécrire tout à partir de POSIX, alors on fait des systèmes de cloud répartis qui marchent sous Linux, sous BSD, sous n'importe quoi. Et l'autre idée, c'était de voir qu'il y a des services qui ne sont pas des process. Par exemple, quand vous demandez une instance d'un CDN pour héberger plusieurs sites sur une même adresse IP, il y a un partage de ressources. Donc tout ce qui ressemble en fait à de l'hébergement mutualisé qu'on trouve dans plein d'endroits dans un cloud, ce n'est pas un process qu'on lance, c'est on va dire, c'est une partie de process, que ce soit un sous-process ou simplement le fait de découper entre plusieurs utilisateurs un même process. Donc on avait éliminé machine virtuelle, CH-route, container, tout ça. Ça nous semblait inadapté pour réellement faire un cloud. C'était trop... on considérait que ce n'était pas gérable. Ensuite, on a eu l'idée des promesses qui vient de Mark Burgess en 91. Et c'est de dire que quand on fait un cloud, ce qui est important, ce n'est pas de dire ce que doit faire chaque process, mais de dire dans quel état il doit être. Donc par exemple, je veux une base de données qui ne doit pas avoir plus que 1 million de lignes. Et donc j'achète un service de base de données à 3 € par mois pour un maximum de lignes de 1 million. Là, on a décrit ce que l'on est censé avoir. Et après, on laisse le code auto-converger pour respecter cette promesse. Quand on écrit les choses comme ça, si on a fait un bug dans le code qui sert en fait à atteindre la promesse, c'est pas grave, on fait une mise à jour et on va quand même converger vers la promesse. Tandis que quand on fait des systèmes où en fait on décrit ce qu'il faut faire, ajoute tel fichier, enlève tel fichier, mais qu'on n'a jamais essayé de déclarer l'état à atteindre, en fait on s'en sort jamais, on a des systèmes qui restent instables toujours. Donc ça c'est Burgess qui a appris ça en 91, c'est même pas 93, c'est 91. Puis après on avait remarqué que dans un service de cloud il y a énormément de facettes. Il faut allouer les ressources, construire l'exécutable, l'instancier, le configurer, il est partageable, détecter les anomalies, auto-réparer,
tester qu'on peut faire une reprise technique à tout moment en cas de désastre, comptabiliser les ressources, rapporter la comptabilisation des ressources, tester le déploiement, l'intégration continue et sortir la facture. Donc SAP OS couvre tout ça, sachant que la plus grosse partie c'est couvert par le RP, puis on a un petit peu qui est couvert par le système de DevOps. Si on n'a pas tout ça, on n'a pas un cloud. C'est pour ça, par exemple, les gens qui ont fait du Kubernetes, rapidement, certains vont acheter Google Anthos parce qu'il leur manquait une partie pour fournir leur cloud. Et puis là, on est tombé sur ça, c'est le point le plus important pour du Edge. Il faut considérer que le réseau ne fonctionne pas, que entre deux points dans le monde, la probabilité de non-connexion du réseau, c'est 5%. Alors 5%, c'est la Chine. En France, c'est peut-être 0,5% ou 0,5 pour 1000, c'est très petit. Mais le problème, c'est que quand on a des milliers et des milliers de nœuds, cette probabilité qu'entre deux points, il n'y ait pas de connexion, devient en fait 1. C'est-à-dire que si on a un système de 1000 nœuds et qu'on fait 0,5 pour 1000 à la puissance 1000, le calcul exact, en fait, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on va avoir des problèmes de support parce qu'en fait, on est en train de déployer du service réparti sur un réseau qui n'est pas à 100% connecté. Donc ça, c'est Julius Krobotchek, professeur à Paris 7, qui a inventé un système de routage à minimisation de latence qui nous permet de reconnecter l'Internet. Et ça a donné un logiciel qui s'appelle Resist. Le jour où on a mis Resist dans finalement notre cloud réparti, notre edge computing, avec des machines au Japon, en Chine, en Allemagne, on a été jusqu'à 200 sites à une époque. Tous les problèmes d'instabilité ou de lenteur de convergence qui étaient liés au fait que l'Internet n'est pas connecté ont disparu. Et donc, si vous faites du Edge, je pense que sans ce genre de technologie, c'est impossible parce que les développeurs ont un modèle du réseau qui est un modèle de réseau connecté, pensent que l'Internet fonctionne, pensent que deux points sur Internet peuvent toujours se parler l'un à l'autre. La réalité, c'est que deux points sur Internet, très souvent, n'arrivent pas à se contacter. Donc pareil, vivre en Chine, c'est génial pour apprendre ça, puisque vous avez un taux de non-connexion de 5% à l'intérieur du pays. Vous avez un phénomène où, en fait, quand vous contactez depuis la Chine l'extérieur du monde, au début ça marche, au bout de 8 heures, un paquet sur deux passe plus, et puis si vous continuez au bout de 2 jours, tout est coupé, puisqu'en fait vous avez une espèce de DPI adaptatif. Et dans le sens inverse, par exemple, si vous venez chez moi à Paris, comme j'ai lancé beaucoup de tunnels OpenVPN dans le monde vers la Chine, c'était il y a 5 ans, il y a 3 ans, mes adresses IP de chez moi ont été blacklistées pour rentrer en Chine. Donc je ne peux par exemple pas consulter le site du ministère des télécoms chinois depuis chez moi en France. Mais si je me mets sur 4G, là ça marche. Donc c'est un monde, c'est un espèce de réseau Internet où vous ne pouvez pas prévoir si ça va se connecter ou pas. Alors aujourd'hui, notre système, il marche en réparti ou en pas réparti, donc on peut faire du gros data center open compute avec Mitac, EdgeCore, ITRenew, des gens comme ça. On a du CDN. Aujourd'hui, on a un CDN mondial qui permet à des boîtes françaises qui sont en Chine d'accéder à leurs services en France et à des gens en France, en fait, d'accéder à des bases de données en Chine et de supprimer ce problème d'incertitude de l'accès. Et c'est aussi utile en France. On fait du très très gros déploiement, par exemple, du système de la SANEF pour toutes les autoroutes françaises. Tout ça avec alors il y a un TIA qui sert à faire le développement des systèmes de reprise technique automatique. On a également déployé des ERP dans des usines en Namibie, en Algérie, qui ont été utilisés par Stellantis. Ça, c'est une application entre guillemets du Edge qui est intéressante parce que ce sont des pays, par exemple l'Algérie, où l'Internet est coupé le jour du baccalauréat. Donc, si on utilise un service de cloud dans une usine en Algérie, on ne peut pas travailler le jour du baccalauréat. Et on s'en sert également dans des éoliennes en Allemagne, où par exemple il y a des lois en Allemagne qui interdisent aujourd'hui de connecter les infrastructures critiques à Internet. C'est il y a quelques années. On a aussi mis ça dans des routes, dans des switches de chez Acton, où l'intégralité du fonctionnement du switch est pilotée par SAP OS, ce qui fait qu'on intègre le Network Operating System, le Edge, le Cloud dans un même continuum. On l'a mis dans des stations 4G, 5G, où pareil, elles sont pilotées dans le même continuum par SAP OS, où la fréquence de la 5G est réglée automatiquement par exactement les mêmes technos que celles qui déploient le système de billing de SANEF.
Les choses les plus récentes qu'on fait, c'est d'une part dans l'industrie. On est en train de piloter des moteurs pas à pas sur du TSN avec du Linux temps réel dur et du réseau time sensitive, ou dans des drones volants. Là, on a déployé des mèches de drones volants où chaque drone est un nœud SlapOS du système réparti et ils volent ensemble et le réseau se reconnecte, se déconnecte. Tout ça, c'est les cas d'application déjà faits. Si on regarde comment le monde a évolué, donc on va dire les gens aujourd'hui sont obsédés par les containers et Kubernetes. C'est complètement idiot parce que ça n'apporte pas de sécurité, ça n'apporte pas de portabilité et ça coûte cher. Enfin, vous pouvez demander à Quentin Adam, il le dira encore mieux que moi. Et le seul vrai changement que j'ai vu aujourd'hui en 10 ans, c'est le temps réel dur qui désormais est intégré au système de cloud. Il y a eu des progrès magnifiques dans le réseau déterministe et le temps réel dur qui permet de faire des systèmes de edge ou de cloud répartis qui vont jusqu'à de l'industriel dur ou de l'aérospatial, ce que je ne pouvais pas faire il y a 10 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé qui est vraiment intéressant de mon point de vue, c'est l'arrivée de l'HTML5 et des exécutables WASI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle d'instanciation de service qui n'existait pas il y a 12 ans, qui est qu'on peut aujourd'hui utiliser un navigateur web comme on utiliserait un PC. Au lieu de déployer un service POSIX dans un serveur, on déploie un web worker avec du WebAssembly dans un navigateur web. Au lieu d'interconnecter tout le monde en IPv6, on interconnecte tout le monde en WebRTC. Et donc, on peut faire comme ça une espèce de mèche de navigateur web où chaque navigateur web de l'un peut servir de serveur à l'autre. On l'a même testé en Malaisie, dans une usine de caoutchouc, dans une zone où il y avait beaucoup trop de pluie pour qu'on puisse garantir l'Internet. Et comme les gens ne savaient pas installer de serveur, on leur a dit, vous lancez un navigateur web. Le navigateur web devenait un serveur, le premier. Le deuxième devenait un client. Et il faisait du client-serveur sur le réseau local, entre navigateurs, sans jamais avoir appris à installer ni un serveur ni un réseau. Donc ça, c'est un nouveau modèle de déploiement de services qui est très intéressant et qui permet en fait de même supprimer le edge et le cloud, puisqu'en fait, c'est mon navigateur qui devient l'infrastructure de cloud. Tout ce que vous pouvez faire comme ça, ce sont des domaines où le edge ne sert à rien. Et après, l'autre évolution sont les objets connectés, où en fait on est dans un monde qui n'est pas POSIX. On a besoin en fait de faire de l'orchestration, par exemple entre des coupleurs temps réel, puis quelque part des collecteurs de données, et tout au bout un data hub pour collecter les données. Et la façon en fait d'orchestrer du service dans des microcontrôleurs, c'est également quelque chose qui, de mon point de vue, doit être étudié. Donc en conclusion, le edge, c'est utile pour automatiser le déploiement dans des usines, dans des zones où, en raison de la politique ou de la météo, on ne peut pas garantir une connexion au cloud. Et c'est également utile pour faire on va dire, de la 3D virtualisée pour des jeux vidéo, qui n'est pas un marché que je connais, mais on peut comprendre qu'il y a des besoins de latence. Et dans presque tous les autres domaines, en fait, on peut tout faire en faisant tourner un binaire virtuel dans un navigateur web. Voilà. Wow. C'était ça. Il y a des questions ? Voilà. L'Ortol sera disponible pour quand vous voulez. voilà. Et souvenez-vous qu'Internet ne marche pas et marchera bientôt en France aussi mal qu'en Chine.